Le XIXe siècle est le siècle de la révolution industrielle, c'est-à-dire de grands bouleversements qui vont affecter la production. Le changement de cette production, dû à l'apparition de nouvelles sources d'énergie, va profondément modifier la vie quotidienne des populations. Quel bouleversement va connaître l'Europe au XIXe siècle? Qu'est-ce qu'être ouvrier au XIXe siècle? Quels seront les changements qui vont affecter la vie des populations? Voilà les thèmes que nous allons évoquer dans cette vidéo. Et tout d'abord, intéressons-nous aux nouvelles sources d'énergie. On peut parler pour cela de révolution industrielle au pluriel. Et tout d'abord, cette révolution industrielle commença par l'ère de la vapeur et du charbon. C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'anglais James Watt met au point sa machine, la machine à vapeur, qui grâce à la combustion du charbon est capable de générer un mouvement qui va produire une énergie mécanique. Comme le montre ce schéma, le charbon, en brûlant, va transformer l'eau en vapeur d'eau. La vapeur d'eau va alors, en circulant dans les tuyaux, actionner de haut en bas un piston qui va lui-même faire actionner un balancier qui va donner un mouvement circulaire à une roue. À partir de cette roue, une courroie sera placée pour transformer ce mouvement circulaire en une énergie qui pourra être utilisée par d'autres machines. Voilà le fonctionnement de la machine à vapeur de James Watt. Cette machine à vapeur, dont les applications vont être nombreuses, va exiger l'édification de nombreux bassins miniers, qu'on appelle aussi bassins houillers, et donc la création de puits de mine, afin d'extraire le combustible essentiel à la machine à vapeur, le charbon. C'est l'apparition du travail de mineur en profondeur au début du XIXe siècle. Les applications de la machine à vapeur vont être multiples, comme par exemple ici, le battage du blé avec une machine à vapeur vers 1875. Auparavant, le battage du blé, c'est-à-dire la séparation du grain et de la tige, était fait manuellement grâce à des fléaux, des bâtons spécialement conçus pour cela. Ici, nous pouvons voir sur la droite la machine à vapeur qui est reliée par une courroie à une machine qui va permettre de battre le blé. Les avantages de cette machine à vapeur sont nombreux. Le travail est plus vite fait, sans fatigue physique humaine, mais les défauts, c'est aussi que nous aurons besoin maintenant de moins de main-d'œuvre, de moins de travailleurs à la campagne pour faire le travail qui était auparavant fait. Cela entraînera donc un exode rural, c'est-à-dire un déplacement des populations de la campagne vers les villes, où ces anciens paysans trouveront du travail dans les usines nouvellement créées ou dans les mines. Ici, nous pouvons voir l'activité du filage du coton au rouet au XVIIIe siècle. Nous pouvons voir que la jeune femme actionne le rouet par sa force humaine, grâce à son pied et à la pédale sur laquelle elle appuie. Cela fait ainsi tourner une roue qui lui permet de filer le coton. Grâce à la machine à vapeur, ces tâches qui se faisaient manuellement et avec la force humaine et qui prenaient beaucoup de temps vont être améliorées et surtout rendues plus rapides. Ainsi, comme on peut le voir sur cette gravure qui présente une usine textile à Orléans au XIXe siècle, eh bien ce qui frappe, ce sont les roues qui sont au niveau du plafond, au niveau du sommet de cette usine, et qui sont reliées entre elles par des courroies, ces lanières qui permettent de transférer l'énergie d'une roue à une autre. Courroies qui descendent ensuite vers des machines permettant le filage du coton, le tissage ou l'impression. Des usines gigantesques apparaissent donc, où des milliers d'ouvriers vont travailler à partir de l'énergie produite par la machine à vapeur. Cela va avoir des conséquences. L'on va pouvoir produire plus vite, pour moins cher, avec moins d'énergie. Ce qui va permettre notamment de faire baisser le prix des productions et d'inonder le marché, c'est-à-dire les commerces, des nouvelles productions fabriquées dans ces usines. Mais la révolution industrielle, c'est aussi l'apparition progressive d'autres énergies, comme l'électricité et le pétrole. Ce dessin de la fin du XIXe siècle présente ce que l'on appelait la fée électricité, l'étincelle électrique, qui va permettre de changer beaucoup de choses. La connaissance de l'énergie électrique n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, l'on sait que la foudre, en tombant, est capable d'incendier, de brûler un arbre ou une construction. Il s'agit maintenant de la produire et de la stocker, ce qui sera fait à partir du XIXe siècle. On pourra produire notamment de l'énergie électrique grâce aux barrages hydroélectriques sur les rivières, mais également dans les centrales thermiques, utilisant la combustion du charbon pour créer une énergie que l'on va ensuite pouvoir stocker et réutiliser. Cela va permettre notamment l'éclairage public des villes,
mais également l'essor des transports, comme par exemple sur cette gravure, le tramway ou le bateau. Mais l'électricité va également permettre le développement progressif de moyens de communication qui utilisent le courant électrique. C'est par exemple le cas ici du télégraphe. Mis au point par Marconi, et ensuite utilisé grâce à l'alphabet créé par Samuel Morse, le télégraphe consiste à interrompre un courant électrique entre deux points, deux bureaux de poste par exemple, pour créer une série de bips, plus ou moins courts ou plus ou moins longs, qui décodés, grâce à l'alphabet Morse de Samuel Morse, pourra envoyer un télégramme. Ainsi, pour la première fois, l'on peut envoyer des informations à longue distance de façon quasi instantanée, alors qu'auparavant les informations étaient transmises à partir de, si l'on veut, facteurs à cheval, qui pouvaient mettre plusieurs semaines parfois pour transmettre un message. Nous pouvons voir ici en quoi consiste l'alphabet Morse, qui était utilisé par le télégraphe. Une succession de points, de bips courts ou de bips longs, qui peuvent être ensuite décodés par un opérateur et transformés en un message clair. Mais les progrès des communications ne s'arrêtèrent pas là. L'électricité permit notamment peu à peu de développer des appareils de transmission du son sur de courtes distances puis de plus en plus longues. Il fallut attendre 1876 pour que l'ingénieur anglais Alexander Graham Bell mette au point le premier téléphone. Ces premiers téléphones furent d'abord réservés à une clientèle aisée ou aux administrations ou alors au ministère ou à la direction du pays. C'est seulement au milieu du XXe siècle que le téléphone se démocratisa et devint alors quelque chose de courant. En 1876, quand apparaît le téléphone, c'est une innovation majeure qui va changer également la vie des sociétés. Parallèlement à la découverte de l'électricité, c'est l'exploitation du pétrole qui va prendre son envol. Le pétrole n'est pas une innovation, n'est pas une nouveauté, on le connaît depuis l'Antiquité, et l'on s'en sert notamment pour l'éclairage ou pour se chauffer. Mais néanmoins, son exploitation va devenir systématique à partir de la fin du XIXe siècle, notamment grâce à l'invention des moteurs qui vont permettre d'utiliser une essence qui est issue du raffinage du pétrole. Assez logiquement, le développement de l'électricité, de la machine à vapeur et des moteurs va entraîner l'essor des transports au XIXe siècle. Comme le représente ce tableau impressionniste de Claude Monet, représentant la gare Saint-Lazare, le premier moyen de communication qui va se développer grâce à la machine à vapeur est le train. Les chemins de fer vont couvrir alors tout le territoire des pays les plus riches comme l'Angleterre, la France ou peu à peu les États-Unis. Claude Monet, qui ne cherche pas à représenter la réalité telle qu'elle est, mais à faire passer des impressions, représente l'atmosphère enfumée de la vapeur de ces gares nouvelles qui se développent un peu partout en France. Ces nouveaux moyens de transport changent littéralement tout. En termes de temps de transport, tout d'abord, entre les diligences du passé, qui pouvaient mettre 45h30 pour faire le parcours de l'Angleterre à l'Écosse entre Londres et Édimbourg, le train mettra 13h45, le temps est divisé par 3. Pour la distance Paris-Lille, quasiment une journée en diligence, 3h50 en train. Et quant au bateau, de Londres à New York, il fallait 30 jours en voilier en 1819, il n'en faut plus que 9 jours avec un bateau à vapeur en 1860. Si l'on se réfère à votre culture personnelle, en 1912, un célèbre paquebot fonctionnant à la vapeur tenta de battre le record de la traversée de l'Atlantique en 6 à 7 jours. C'était le Titanic, qui heurta malheureusement un iceberg et coula, entraînant la mort de plus de 1000 personnes. Autre conséquence au chemin de fer, qui était capable de transporter des centaines de personnes à la fois en un seul aller-retour, le coût des transports baissa énormément et fut quasiment divisé par 2 entre la diligence et le chemin de fer. Même si les voyages restent réservés à la bourgeoisie ou à une certaine noblesse, la démocratisation des moyens de transport permit aux populations de découvrir de nouveaux horizons et de ne plus se rester coincés d'une certaine manière à leur région d'origine. Des moyens de transport individuels furent peu à peu élaborés. Ici, nous voyons cette voiture à vapeur qui fut un échec et qui ne fut pas développée davantage, les contraintes techniques étant importantes, mais on voit là, au milieu du XIXe siècle, le début de la volonté de création d'un moyen de transport individuel. Il faut ainsi attendre la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, pour voir des voitures au moteur à explosion ou moteur diesel fonctionner. La Ford T, premier véhicule vraiment fabriqué en série, à plus de 18 millions d'exemplaires, fut l'une des premières voitures à se diffuser, en sachant tout de même que l'automobile restait réservée à des catégories très aisées de la population.
Le moteur à explosion, mis au point par Étienne Lenoir en 1859, puis le moteur diesel, mis au point par Rudolf Diesel en 1870, permirent d'importants progrès, aussi bien dans l'automobile que dans l'aviation, puisque ces moteurs purent ensuite permettre les premiers vols. Ce sont les frères Wright, en 1903, qui accomplirent le premier vol maîtrisé en avion. Le métro se développa également peu à peu. Il apparaît en 1891 à Londres, en 1900 à Paris. Au départ en vapeur, créant une atmosphère difficilement respirable, il fut peu à peu à l'électricité. La naissance des grandes usines signifie également la naissance du monde ouvrier, d'une nouvelle catégorie de la population qui va bientôt devenir majoritaire avec le développement des grandes structures industrielles. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'être ouvrier? Au XIXe siècle, comme l'indique ce témoignage d'un ouvrier anglais en 1832, le travail d'ouvrier est un métier difficile, qui commence très jeune, puisque l'on peut commencer à travailler à partir de 7 ans. Les enfants, en effet, étaient privilégiés grâce à leurs petites mains et leurs petits corps, qui pouvaient se faufiler dans les machines, notamment dans les ateliers de filature du travail du textile. Les horaires étaient exténuants, plus de 15 heures de travail en moyenne, avec très peu de pauses, sous les coups des contremaîtres. Les salaires étaient très faibles. De ce fait, ces enfants, qui commençaient à travailler donc très très jeunes, avaient une santé qui était mauvaise, et donc la mortalité était particulièrement importante chez les jeunes qui travaillaient dans ces usines. Pour les adultes, la situation n'est pas plus enviable. Ici, le règlement d'une filature, travail du textile en région parisienne en 1828. Une journée de travail se compose de 13 heures, des salaires qui sont très faibles, des sanctions très importantes au moindre retard, à la moindre absence. Nous rappelons qu'il n'y a à l'époque pas de jours de repos réels, quelques jours fériés dans l'année, aucune vacance, aucun congé payé et des retraites qui n'existent quasiment pas. Vous pouvez remarquer au passage que l'article 22 indique que sur ces 13 heures de travail, il est absolument défendu d'aller plus de 3 fois aux toilettes. Les conditions de travail sont donc particulièrement difficiles et exténuantes pour ces populations qui travaillent plus de 70 heures par semaine. Le logement ouvrier est également particulièrement difficile. Ici, nous pouvons voir l'appartement d'une famille ouvrière au milieu du XIXe siècle en Allemagne. Les appartements sont de taille très réduite pour des familles qui sont souvent très nombreuses et qui vivent dans des conditions difficiles, dans des conditions d'insalubrité très importantes, c'est-à-dire des conditions de vie qui ne sont pas saines. Et ici, nous pouvons voir cette famille nombreuse qui s'entasse en quelque sorte dans ces appartements de petite taille, le plus souvent fournis contre loyer par le patron. Dans les bassins miniers, ce sont les habitats de type coron qui se développent. Ces maisons collées les unes aux autres, qui étaient vues néanmoins comme un avantage à l'époque, car il s'agissait de maisons individuelles qui possédaient un petit jardin. Néanmoins, il s'agissait uniquement d'une pièce en bas, une pièce à l'étage, sans sanitaire, évidemment sans eau et sans électricité, jusqu'au tout début du XXe siècle. Le travail des enfants, comme évoqué précédemment, commence donc très tôt, 6-7 ans. Leurs petites mains et leurs petits corps sont très appréciés des patrons, qui leur font prendre des risques énormes en se faufilant dans les machines en action pour aller débloquer des pièces ou pour aller faire quelques réparations. Il y a eu de nombreux accidents de travail chez les enfants au XIXe siècle. Chez les mineurs, même chose. Les galibots, les jeunes travailleurs des mines, commencent à travailler au XIXe siècle à partir de 6-7 ans. Si au départ ils ne peuvent accomplir les tâches particulièrement rudes physiquement des adultes, ils sont mis au triage ou alors, à nouveau, leurs petits corps et leurs petites mains sont particulièrement appréciés pour le fonctionnement des machines ou le triage des gaillettes de charbon, c'est-à-dire des pépites de charbon. Parallèlement, se développe une bourgeoisie patronale, une nouvelle catégorie de la société, qui s'enrichit grâce au profit dégagé de l'exploitation des mines ou de l'exploitation des grandes usines. Ainsi, deux catégories sociales se développent, le monde très nombreux des ouvriers et la petite catégorie, faible en nombre, de la bourgeoisie des patrons. C'est cet affrontement que l'écrivain Émile Zola décrira dans son roman Germinal sur les mineurs du Nord-Pas-de-Calais en 1885, entre un monde défavorisé qui travaille dur et gagne peu, et une bourgeoisie patronale qui s'enrichit énormément à cette époque. Ces inégalités firent naître la lutte ouvrière contre les patrons pour l'obtention de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Cette lutte ouvrière dura plus de 100 ans,
et permis progressivement des avancées sociales pour les travailleurs. Comme le montre cette affiche de la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs de tendance communiste, le combat des ouvriers se fit peu à peu par des grèves, des manifestations, des combats parfois violents pour obtenir une diminution du temps de travail, une amélioration des salaires, etc. Les grèves parfois violentes et sanglantes, comme en 1891 à Fourmies ou en 1906 dans le Pas-de-Calais, près de Lens, après la grande catastrophe minière de Courrières. Cette lutte ouvrière se fit donc par des manifestations, des grèves qui furent parfois sanglantes, parfois violentes. Le drapeau rouge ici fait référence aux idées communistes qui se développèrent avec l'allemand Karl Marx à partir de 1848. Le communisme consistait en la volonté de créer une nouvelle société, où il y aurait égalité de richesse totale entre les habitants d'un pays, c'est-à-dire une répartition des richesses équitable entre ouvriers et patrons. Les communistes ne rechignaient pas à utiliser l'action violente si nécessaire. Il s'agissait de changer la société en mettant tout le monde sur un même pied d'égalité, quelle que soit sa profession, quelle que soit sa formation. Ici, à nouveau, une affiche de la CGT communiste défendant donc la réduction du temps de travail, qui permettrait une meilleure vie de famille, une meilleure santé, moins d'alcoolisme chez les ouvriers. Parallèlement au communisme se développa également le socialisme. Le socialisme est différent dans le sens où il refuse l'action violente. Et le socialisme prévoit de venir en aide aux populations ouvrières, mais en améliorant par la loi les conditions de travail. Il s'agit de refuser l'action violente pour permettre de faire évoluer les choses légalement lors des élections. La dernière idée politique représentative de la lutte ouvrière est l'anarchisme. Les anarchistes sont les plus extrêmes des ouvriers qui veulent changer le monde à cette époque. Pour eux, le monde est pourri, et il ne sera jamais possible de donner les mêmes pouvoirs et les mêmes droits aux ouvriers face aux patrons. Pour eux, il s'agit de tout détruire, de tout raser, de détruire le monde pourri tel qu'il existe pour en reconstruire à nouveau. Les anarchistes agirent au XIXe siècle par des attentats, par des assassinats, par des sabotages et des destructions. Ils furent responsables de nombreux morts, comme par exemple ici l'assassinat du président Sadi Carnot en 1894. L'anarchisme entraîna rarement des avancées sociales. L'anarchisme était représenté au XIXe siècle par des personnages comme Bakounine, par exemple, tandis que le socialisme était représenté par un personnage comme Jean Jaurès, qui privilégiait donc l'action non violente et les changements de la société grâce à des changements dans les lois. Au niveau communiste, c'est essentiellement l'allemand Karl Marx qui fut représentatif du communisme, donc de la volonté d'une nouvelle société où l'égalité serait totale entre les ouvriers et les patrons. On peut également citer, en France, pour représenter ce communisme au XIXe siècle, des personnages comme Jules Guesde, par exemple, Jules Vallès, ou bien. Nous pouvons également évoquer pour le XXe siècle cette fois-ci, les personnages en France de Léon Blum pour le socialisme ou de Maurice Thorez pour le communisme. Ces idées politiques permirent en tout cas des avancées, puisque peu à peu, la durée du temps de travail diminua, tandis que les salaires augmentaient, et que la protection sociale des ouvriers était améliorée, avec une forme d'assurance maladie, si l'on veut, grâce au patron, des pensions de retraite qui furent fournies, et également des mesures de sécurité afin de protéger les ouvriers. Également, fut interdit le travail des enfants à partir de 1881-1882, grâce aux lois de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, qui créa l'école obligatoire jusqu'à 13 ans, afin d'empêcher les enfants de travailler trop jeunes et de souffrir sous les coups dans les usines.